vendredi 21 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix d'Espagne. Au cours des prochaines minutes, je vais regarder avec vous les différentes améliorations qui ont été apportées pour les écuries pour le tracé de Barcelone. On va regarder aussi les caractéristiques du circuit. Retour sur la journée de vendredi, la séance de célib du matin et de l'après-midi. Mais pour débuter, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, le sujet qui retient l'attention depuis la première journée en Espagne, c'est celui de Lewis Hamilton et ses fameux courriels qui auraient été envoyés à Mercedes concernant la situation de la compétition entre Hamilton et George Russell à l'interne. Donc, il y a certains partisans qui se sont emballés suite aux théories de complot, comme quoi le manufacturier allemand Mercedes tenterait de nuire à la carrière de Lewis Hamilton. Donc, on essaierait de l'empêcher d'avoir des bons résultats en faveur de George Russell. Vous savez, Hamilton a annoncé son départ, il va se rendre du côté de Ferrari. C'est ça, ça date depuis le Canada, c'est des courriels qui seraient en provenance de l'Australie. Toto Wolff a dit que ça a été remis à la police, c'est entre les mains des autorités policières. Donc, c'est des courriels qui sont haineux, malicieux. Donc, on veut être sûr que ça n'ira pas plus loin et que ces menaces-là, même si on n'a pas rentré dans les détails, la personne ne passera pas nécessairement en action. On se demande aussi du côté de Toto Wolff de où tout ça peut venir. Je trouve ça drôle un peu qu'on pose la question parce qu'on le sait d'où ça vient. Ça vient directement de Lewis Hamilton. C'est pas lui qui envoie les courriels haineux, mais c'est lui qui a commencé cette histoire-là en voulant laisser spéculer ou laisser sous-entendre qu'il se passe quelque chose d'étrange et qu'il sait qu'il ne peut pas battre George en qualification parce que du côté des essais à aller à la qualif, il y a quelque chose qui se passe par magie dans les garages. Donc, c'est lui qui, en laissant, qui a un peu fourni l'essence sur le problème, en gros, qui a donné le feu et l'essence pour ses partisans de vouloir partir au combat et monter aux barricades et dire qu'il se passe de quoi et que Mercedes agisse comme des gros méchants. Pour ma part, j'ai déjà donné mon opinion là-dessus. Je pense qu'il y a trop de points, trop d'argent, trop de fierté en jeu du côté des flèches d'argent. On est en train, juste si on se repose en début de saison, on était en compétition directe avec deux de nos clients. Maintenant, on se fait toujours battre par McLaren, mais on a réussi à reprendre le dessus sur Aston Martin, où c'est plutôt Aston Martin qui s'est tiré dans le pied au cours des derniers week-ends. Donc, à ce moment-là, c'est redevenu un avantage du côté de Mercedes. Comme je vous dis, ces enjeux-là sont tellement grands. Cette fierté-là, on veut défendre l'honneur, on veut pas se faire battre par nos clients, on veut pas se faire battre par personne. Donc, je pense pas qu'on serait prêt à sacrifier des dixièmes, que ça soit ne serait-ce que des dixièmes de seconde, des millièmes de seconde du côté de Lewis Hamilton pour favoriser George Russell. Je pense pas vraiment pas qu'on peut se permettre d'aller là. C'est pas comme quand on a tellement d'avance puis on a une seconde en banque qu'on peut se permettre de retirer, de jouer avec ça. Là, pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là du côté de Mercedes. On a besoin d'avoir toute la performance qu'on est capable de débloquer de cette voiture-là. On peut pas se permettre d'en sacrifier. Donc, pour moi, cette histoire-là ne tient pas debout, mais il faut quand même s'ouvrir les yeux puis pointer du doigt l'unique responsable. Si Lewis Hamilton ne va pas devant les médias et commence pas à laisser couler ce genre de théorie-là, ces courriels-là ne se ramassent pas à la porte de Mercedes, mais du moins, il y a très peu de chances que ça arrive. On sait qu'on peut jamais contrôler ce que les gens pensent. Il peut toujours y avoir des gens qui partent sur une bulle quelque part, mais c'est sûr que quand que le principal intéressé, celui qui a ce pouvoir-là, on sait que Lewis Hamilton est une des personnes les plus influentes présentement sur la Terre, pas juste en Formule 1. Donc c'est sûr que lui, quand il prend le micro et qu'il dit des choses comme ça, ses mots pèsent, ses mots sont pesants. Donc pour certaines personnes à qui les mots de Hamilton peuvent avoir ce poids-là, ils peuvent décider de se lancer dans des projets comme ça, d'envoyer des courriels de haine. C'est sûr que c'est toujours malheureux qu'on parle de tout ça. C'est pas la première fois que ça arrive dans le cas d'Hamilton. Hamilton, ça en était déjà mêlé aussi de placer des mots à certains endroits que ça avait donné des menaces de mort à l'endroit de Nicolas Latifi. Hamilton n'était jamais vraiment revenu sur ses mots, avait laissé aussi Latifi être obligé de s'engager des gardes du corps pendant le temps des fêtes. Vous savez, là, c'est tout aux alentours de l'histoire de 2021. Hamilton aussi avait déjà fait des déclarations qui avaient
qui avait laissé Max Verstappen aussi recevoir des lettres de haine comme ça, sa famille, sa sœur. Donc, c'est quelque chose qui se répète là. Dans le cas du septuple champion du monde, on sait que si un gars, c'est un ambassadeur du sport jusqu'à un certain endroit, c'est un gars qui emmène large, c'est un gars qui dépasse le monde de la Formule 1, puis je refuse de croire qu'il ne le sait pas quand il utilise sa voix comme ça pour passer des messages ou pour sauver un peu son image. On sait que depuis le début de la saison, même depuis le début du partenariat Russell-Hamilton, ça n'a pas été nécessairement facile pour Lewis Hamilton. C'est pas lui qui a nécessairement que son étoile a le plus brillé. Elle peut avoir pâli dans certains cas, même si ça n'enlèvera jamais les accomplissements qu'il a fait dans sa carrière. Mais c'est sûr que dans les 3 dernières années, son image en a pris un coup. Donc c'est un peu une tentative de vouloir rattraper tout ça là, en nous sortant là, au début il disait à quelques reprises que c'était une question que lui essayait d'être des expérimentations sur ses réglages. Finalement cette histoire-là avait été démentie du côté de Toto Wolff, autant du côté de George Russell aussi. Lui aussi disait pourtant je comprends pas, moi et Lewis on a les mêmes réglages. Et puis là c'est devenu comme une nouvelle tentative là. Comme il a un peu rattrapé cette histoire-là à partir de Monaco, et là il nous a lancé que depuis le début de la saison je m'attendais pas à battre Russell. De toute façon il se passe toujours quelque chose entre les séances d'essais libres et les qualifications. Sans trop rentrer dans les détails, vraiment c'est fait comme il sait le faire, comment manipuler le média. Donc tu dis pas tout, mais tu laisses les gens finir ce que tu veux dire. Et à ce moment-là, on se ramasse dans ce genre d'histoire-là. De toute façon, c'est rendu un problème pour Mercedes et c'est entre les mains des autorités policières pour voir d'où ça vient tout ça. Du côté de Toto Wolff, mais il dit que pour lui, Mercedes est on veut aller patte blanche, on veut finir notre partenariat avec Lewis Hamilton. Un peu comme je disais, on n'a pas d'intérêt à jouer contre lui. On veut absolument gagner des points constructeurs. C'est là que l'argent est. On veut aussi répondre aux attentes de nos commanditaires. Donc, on ne joue pas ce jeu-là. Puis, du côté d'Hamilton, sans trop revenir sur ses propos, il a dit que lui, son intérêt était aussi de terminer ce partenariat de la meilleure des façons pour quelques mois qu'il leur reste ensemble. Du côté de Haas, eh bien, on parle encore du côté juridique. Eh bien, oui, cette fois-ci, on n'a pas eu affaire. C'est pas Haas qui a eu affaire à la justice. C'est du côté d'un ancien commanditaire, le commanditaire qui était associé à Mazepin. Mazepin, ou plus précisément, son père, c'est Urakali, qu'on pouvait voir de façon assez visible sur les voitures Haas. Après le conflit qui a explosé en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, à ce moment-là, c'était mal vu un peu d'être associé à la compagnie russe. On sait que son père, un oligarque, lui on avait saisi ses comptes de banque, donc il se passait un peu plein de choses aux alentours du père de Mazepin. Mazepin n'avait pas nécessairement le succès en piste, donc du côté de Haas, on a décidé de s'en laver les mains, mettre fin non seulement à l'entente qu'on avait avec le pilote, mais aussi avec tout son entourage, les partenariats. Donc, on a décidé qu'on mettait fin à tout ça, on passait à d'autres choses du côté d'Haas, sauf qu'on a oublié on a fait exprès d'oublier de remettre l'argent qui avait déjà été avancé pour la saison en cours. Et là, du côté de l'écurie américaine, on a commencé à dire que non, c'est à nous, cet argent-là, c'est un dédommagement. Vous avez fait une mauvaise publicité avec tout ce qui s'est passé, comme si Urakali avait un pouvoir sur une guerre. Donc, non, n'avait pas ce pouvoir-là. Et c'est ce que le tribunal suisse a décidé de trancher la semaine dernière, de dire que Haas devait remettre cet argent-là à Urakali. Urakali, en passant, c'est un géant dans le domaine des fertilisants et de l'engrais en Russie. Donc, c'est comme ça, là, c'est une compagnie, une multinationale. Donc, on doit, du côté de Haas, leur rembourser les 13 millions plus un dédommagement. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle qui va s'ajouter aux dépenses qu'on a déjà pour la saison 2024. Donc, on ajoute ce 13 millions-là et plus les intérêts qu'on va devoir remettre assez rapidement. Il y avait des rumeurs, là, on parlait de ça, on pouvait essayer de lire entre les lignes dans les dernières semaines. Du côté de Haas qui se retirait. Là, on mettait fin à une activité en NASCAR. C'est l'écurie Haas Stewart ou Stewart Haas. Là, on se dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes de ça?
On avait le président de la FIA qui était sorti publiquement aussi pour dire que on aimerait mieux qu'Andretti achète une écurie puis d'avoir 10 écuries fortes plutôt que d'en avoir 11, en voulant dire qu'on en avait peut-être qui n'étaient pas trop fortes. Certains ont pris que le président parlait des performances en piste. Moi, j'ai plus interprété ça qu'on parlait des performances plutôt dans le côté administratif, qu'on voulait une écurie plus forte. Avec ce qui se passait avec en NASCAR, je commençais à me dire peut-être qu'on veut que c'est du côté de Haas qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'on a des problèmes financiers. Mais là, la nouvelle sort que oui, on va devoir rembourser notre fournisseur, on a perdu en cours, mais du côté du NASCAR, on proposerait 2 nouvelles écuries ou au moins une nouvelle écurie à partir de l'année prochaine. Donc, Haas resterait quand même dans cette série Xfinity-là et tout ça. Là, donc, on resterait visible dans les 2 séries. Donc, faut peut-être pas lire nécessairement qu'on a des problèmes financiers côté de Haas, même si on est 13 millions et des intérêts moins riches depuis ce verdict-là en cours qui a lieu cette semaine. Dans d'autres rumeurs aussi qui se promènent aux alentours du manufacturier français Alpine. La rumeur, c'est que on songerait à ne plus fabriquer de moteurs à compter de 2026, qu'on resterait en Formule 1 sous le nom Alpine, mais on n'aurait pas de moteur Renault. Renault ont un seul client en F1 et c'est leur propre écurie Alpine. On ne dessert pas d'autres écuries. Donc, il y a seulement 2 voitures qui utilisent ce moteur-là. Depuis les derniers ans, c'est un moteur qui performe moins que les autres, même si on a réussi à avoir une très bonne égalité dans le reste du ton, mais celui qui tire encore de la patte, c'est ce fameux moteur Renault-là. On a même déjà avancé que c'était de la voie même de Alpine, comme quoi ce moteur-là est 30% moins rapide que les autres. On avait aussi demandé d'avoir une permission spéciale dans le règlement fixe sur les groupes autopropulseurs pour tenter de parier au problème, de régler ce problème-là. Finalement, on avait décliné l'offre. Les autres écuries avaient dit non, on a dit qu'on touchait plus les moteurs, donc pas avant 2026. Qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans? Mais il faut faire attention. Là, on peut s'emballer et dire c'est fini, Renault se retire. Sauf que faut garder en perspective qu'il y a des négociations qui se passent présentement en arrière-scène. Des négociations sur la nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur justement en 2026. Ça fait pas l'affaire des manufacturiers présentement, des constructeurs. On vous en parlait dans nos derniers podcasts. Et un des sujets qui revient sur la table, qui est le nerf de ces négociations-là, c'est ce fameux partage 50-50 pour les nouveaux groupes motopropulseurs où on demande aux manufacturiers de faire en sorte que le moteur on ait un mariage plus grand avec le côté électrique, avec l'électrification des moteurs de F1. Donc à ce moment-là, on dit que c'est très coûteux, que c'est compliqué à faire et on sait que du côté de la FIA, on veut pas perdre des motoristes. C'est l'ajout un peu, c'est pourquoi on a autant d'attrait envers Andretti qui pourrait rejoindre la F1, c'est de dire qu'on veut emmener un nouveau manufacturier en étant GM. Donc on joue un peu et tenter un peu de jouer ces cartes-là du côté d'Alpine, de dire nous, si c'est ça les règlements, on n'en fera plus de moteur de F1. Donc ça peut peser fort dans les négociations. Donc ça peut faire partie de toute cette petite bagarre-là en arrière scène qui se découle. Donc moi, c'est une analyse que j'en fais là à première vue. C'est sûr qu'on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais ça tombe un peu à point là, puisque la rencontre est fixée pour le 28 juin. Donc cette nouvelle-là qui a coulé, qui coule dans les semaines avant ça, ça peut faire partie d'avoir un argument de plus pour des négociations quand ça va venir le temps. Du côté de Alpine, c'est eux qui continuent dans les nouvelles. Cette fois-ci, c'était une rumeur. On vous en avait parlé déjà il y a quelques semaines, comme quoi un retour pour Flavio Briatore, celui qui a eu du succès avec le manufacturier français en F1. Déjà âgé de 74 ans, il avait été forcé de se retirer de l'action après une suspension. Vous savez, suite à l'histoire avec Nelson Piquet Jr. Dans le fameux Grand Prix de Singapour où du côté de Renault, on aurait ordonné à notre pilote de se jeter dans le mur, question de faire sortir la voiture de sécurité, d'avoir une neutralisation à l'épreuve et essayer de protéger une victoire pour Fernando Alonso qui était le coéquipier de Piquet. Donc toute cette histoire-là s'en était terminée avec des suspensions. Briatore avait avoué que
comme quoi il avait eu rapport avec ça. Finalement, il a contesté la décision en France, ça avait été retourné, donc il n'avait plus de suspension à vie de la Formule 1. Eh bien là, on le voit, là, il peut la mettre en action, rendu à 74 ans. Il revient comme étant un consultant pour Alpine, donc c'est lui qui est encore un très bon ami du PDG de Renault, c'est-à-dire Luca De Meo. Donc, qu'est-ce que Briatore a déjà fait là-bas? Ben, c'est simple. Pour ceux qui ont connu les premiers titres de Michael Schumacher, eh bien autant dans les années de Benetton, les années 90 ou en 2000 avec les titres de Fernando Alonso. Donc, Briatore était là pour 94-95 Benetton et ensuite était là pour les autres titres, les titres de Alonso en 2004 et 2005 du côté de l'écurie Renault. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de reconnecter avec. On veut reconnecter avec le succès. Donc, est-ce que ça passe par Briatore? Ben, du moins, ça peut pas faire de tort. Il amène une structure, il amène un sérieux. Il va réussir peut-être de convaincre des gens. On parlait, il y avait des rumeurs un peu folles dans les dernières semaines, comme quoi il avait déjà rentré en communication avec Adrian Newey pour essayer de lui présenter une offre. Donc, ben, c'est tout ça. Il va amener une structure. Ici, au moins, comment ça peut fonctionner. Il va venir aider aussi à peut-être prendre des décisions qui sont un peu dures, un peu plus compliquées, montrer le bon chemin. Donc, bon, c'est ça, comme on dit, pourquoi pas, ça peut pas faire de tort tant que ça, avec où on en est rendu chez Alpine. Donc, ça, c'est ce qui règle ce côté-là. Du côté des agents libres, eh bien, Carlos Sainz, il est à domicile espagnol en Espagne. Je vous disais que selon moi, c'est l'opportunité qu'on va avoir du côté du clan Saints pour faire notre grande annonce. On sait toujours pas où il va aller en 2025. Il a sorti publiquement pour dire j'ai tous mes options sur la table, je suis prêt à prendre une décision, je vais prendre une décision bientôt puisque je veux me concentrer sur le reste de ma saison avec Ferrari. Lui qui mentionne ça, du côté marketing, on se dit, arrive en Espagne, devant tes partisans, tu fais la grosse annonce. Du côté de l'écurie qui embauche Saints, on vend des chandails, on vient un peu mousser, créer un événement autour de ça. Là, finalement, selon les proches, on dit que, oh non, ça sera pas d'annonce en fin de semaine. Donc, de pas s'emballer avec ça, on dit que on est peut-être pas prêt à faire une annonce. Qu'il y a eu un revirement de situation, une nouvelle offre qui a été déposée à la dernière minute, ou du côté du manufacturier, on dit d'attendre parce qu'on veut faire justement de notre côté une annonce. Est-ce qu'on veut attendre du côté de Williams faire ça en Angleterre? Là, ça commence à être loin. Quand on dit du côté Saints, on veut aller vite, on veut régler ça. Si Williams décide de patienter jusqu'au Grand Prix de Silverstone, il faut attendre un autre 2 semaines. Est-ce que c'est du côté d'Audi? Audi voudrait faire un événement, présenter leurs 2 pilotes, Hülkenberg et Saints, si c'est le cas. Ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Peut-être qu'on veut en profiter justement pour donner une mise à jour, faire parler de nous. Donc, ça reste à voir, mais il semblerait que ça se le réglerait pas durant le week-end présent. Donc, même si on pensait que ce serait la meilleure période, ce que Saints disait, plus le moment du calendrier où ce que ça tombait, mais ça semble que ça ne sera pas le cas. Quand on continue dans les rumeurs, eh bien oui, Adrian Newey, ça en parle depuis des mois, supposément que c'est fait, ça en va chez Ferrari. On vous en parlait, il a signé un drapeau, les gens ont bien aimé ça, c'est venu ramener du gaz sur ces fameuses rumeurs-là. Aston Martin, eh bien là, c'est ça, là, on pourrait, est-ce qu'il va encore chez Aston Martin? Ben, on n'a pas avancé du côté de Newey, même si ça fait plus d'un mois qu'on sait qu'il ne sera pas de retour avec Red Bull, qui va terminer son contrat, donc jusqu'au au moins au premier tiers de la saison prochaine, il va toujours être chez Red Bull, mais après ça, il pourra aller prendre du temps sur son bateau, relaxer. Et peut-être se trouver des nouveaux défis, ou peut-être pas, comme l'avançait son ami proche et son gérant, Eddie Jordan, dernièrement. Eh bien, ben c'est ça, comme je vous dis, on n'a pas avancé. Puis, si vous lisez certains médias italiens, on continue de dire c'est fait. C'est fait depuis Miami, il s'en va chez Ferrari, puis après ça on lit dans d'autres médias britanniques, on va dire c'est fait, il s'en va chez Aston Martin, il va être avec les Verts. Tout ce qu'on apprend avec ça, c'est qu'il y a bien des choses qui sont faites, mais il n'y a pas grand-chose qui sont faites dans la réalité, parce que c'est les mêmes rumeurs qui sortent depuis que la nouvelle est, et même avant qu'elle tombe, qu'il s'en allait de chez Red Bull, on continue d'avancer, qu'il s'en va un peu partout, puis c'est supposément toujours fait, mais il n'y a jamais rien d'annoncé qui va dans ce sens-là. Donc, c'est ça que je peux vous dire que dossier Adrian Newey, eh bien, ça n'a pas bougé. Il est toujours en direction de son bateau dans les prochaines saisons. Lance Stroll, eh bien, il a été
demandé, convoqué par les commissaires avant même que le week-end de course commence, comment il a pu se mettre dans cette situation-là. Eh bien, on ne sait pas si le tort lui revient ou le tort revient à son équipe, mais on a oublié, il ne s'est pas présenté pour ses devoirs de pilote du vendredi matin, donc rencontrer les médias, des activités avec les partisans, ces choses-là. Donc, ce qu'on est obligé de faire dans le cadre d'un week-end, ce qui est obligatoire, bien, il ne l'a pas fait, il ne s'est pas présenté, on n'avait pas d'informations à l'effet pourquoi qu'il ne serait pas là. Du côté d'Aston Martin, on se défend, c'est un rendez-vous médical en urgence qu'il a eu, rien de trop grave pour sa santé, mais il fallait qu'il y aille. Puis du côté des commissaires m'ont dit vous auriez dû quand même transmettre l'information à la personne en charge, ça n'a pas été fait. Donc on vous remet une réprimande. Donc réprimande à l'écurie. On n'a pas été du côté de Lance puisqu'on a pris le blâme du côté d'Aston Martin, mais on a mis une réprimande au dossier de l'écurie puisque Lance Stroll ne s'est pas présenté n'a pas fait ses devoirs de pilote dans cette journée du vendredi matin. C'est ce qui conclut l'actualité maintenant. Passons justement à la journée de vendredi en Espagne. Eh bien, c'est vendredi que débutaient les préparatifs pour la 35e édition du Grand Prix d'Espagne, ajouté au calendrier depuis 1991. Le tracé de Barcelone fait 4,657 km de long. Il est disputé à 67,34% du temps. À plein régime, on peut atteindre des vitesses de 346,4 km à l'heure, 14 virages, 6 à gauche, 8 à droite. Les améliorations qui ont été apportées par les différentes écuries, eh bien, du côté de Red Bull, on a modifié l'entrée des pontons, le capot moteur, le plancher, aileron et le plancher d'extrémité des ailes arrière, les plaques d'extrémité des ailes arrière plutôt, ont été modifiées. Donc c'est quand même assez majeur du côté de Red Bull. On disait qu'on voulait, du côté de Dr. Marco mentionnait dans la semaine, qu'on a des solutions pour régler notre problème, qu'on pouvait pas monter sur les vibreurs. On va apporter des correctifs aux suspensions. C'est pas du tout ce qu'on voit présentement dans la liste. Est-ce qu'on a trouvé une façon de régler ce problème-là en modifiant d'autres parties de la voiture? Bien, une chose est sûre, c'est que d'après le Dr. Marco, on est en confiance, on a les solutions, puis on devrait pas avoir de problème. Cette portion européenne-là du calendrier devrait venir montrer aux adversaires de Red Bull qui ont toujours la main mise sur ce championnat des constructeurs, du moins selon la version du Dr. Marco. Du côté de Mercedes, on avait apporté des choses au cours des derniers Grands Prix et à Montréal aussi, on n'a rien pour le week-end en Espagne. Du côté de Ferrari, eh bien, aileron arrière, ponton et capot moteur, plancher, diffuseur, puis on a modifié aussi un peu la forme du halo, question d'avoir une meilleure circulation d'air vers l'arrière de la voiture. McLaren, on n'a rien apporté, donc pas de changement pour l'équipe orange papaye. Pour les verts, l'équipe à Lawrence Stroll, Aston Martin, eh bien, on a modifié un peu le carénage de la suspension avant. Encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? Eh bien, c'est pas mal toutes les écuries là, qui se sont mis les mains dans leur système de suspension. On a trouvé que le nerf de la guerre se passait là, du moins que c'était probablement là que Red Bull réussissait à aller chercher son plus gros avantage sur ses concurrents depuis le début des nouvelles réglementations, c'est-à-dire l'effet de sol. Donc, on a vu plusieurs écuries depuis le début de la saison aller jouer dans leur suspension. Eh bien, c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Aston Martin, trouver des solutions, question de mieux contrôler la voiture et capable de la mettre plus près du sol sans en subir des contre-coups. On a aussi modifié le conduit de freinage avant. Vous savez, on en parle souvent à quel point que ces fameux conduits-là, eh bien oui, ils sont très utiles pour aider les monoplaces à freiner, pour refroidir ce système de frein-là lorsqu'on a des chaleurs, justement comme en Espagne. Mais c'est aussi très perturbateur pour le côté aérodynamique. Donc à ce moment-là, on essaie toujours de modifier ça un peu, trouver la meilleure recette entre la ventilation, mais pas trop en avoir, question de ne pas venir obstruer le concept aérodynamique de notre voiture. Donc à ce moment-là, on a continué de modifier là-dessus aussi. On a changé les déflecteurs aussi sur le bord arrière. Du côté de
Alpine et de Williams, aucune amélioration pour le week-end. Du côté de RB, la petite sœur de Red Bull, c'est-à-dire Racing Bulls, ben nous, on est allé d'un côté majeur. Là. On mise gros pour ce week-end-là. Est-ce qu'on va être capable d'en extraire toute la performance tout de suite? Des fois, ça prend un peu une période d'adaptation, surtout quand on apporte autant de choses. Mais du côté de RB, eh bien, on a changé ponton, capot, moteur, conduit de frein avant. Le plancher a été changé. Aile arrière aussi, aileron. Donc tout ça, c'est nouveau, c'est modifié avec pas nécessairement des changements drastiques, mais des petite amélioration. On vient faufiner un peu le design aérodynamique de notre voiture, notre concept. Question de maximiser les forces ou de mieux comprendre nos fenêtres de performance pour être capable, bien sûr, toujours dans le même but, c'est d'aller plus rapidement. Du côté de Sauber, eh bien, on a changé un peu les volets des ailes arrière. On a aussi changé le conduit des freins avant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est très typique d'un circuit comme en Espagne où on s'en va en Europe. À certains endroits, on peut avoir de la chaleur. Donc, à ce moment-là, des fois, on essaie de mieux familiariser nos voitures pour les circuits et les températures. Du côté de Haas, on a aussi apporté des améliorations quand même un peu plus... on est allé quand même, on a apporté quand même pas mal là, pour Haas. On sait que normalement, on est assez timide sur ce côté-là, là, si on regarde dans les saisons précédentes. Mais on a changé un peu, c'est ça, la structure de la coque arrière. Donc, on essaie là, de régler des problèmes. On sait que c'est toujours un problème côté c'est pas sur un tour lancé qu'on a des problèmes chez Haas, mais c'est plutôt quand vient le temps de préserver les pneumatiques, de les garder dans une bonne plage de température pour maintenir cette performance-là sur plus d'un tour. C'est le problème que Haas rencontre depuis plusieurs saisons. On a eu un gros pas vers l'avant grâce à Nico Hülkenberg, là, si on le soulignait justement du côté des ingénieurs, comme quoi que Nico Hülkenberg avait aidé beaucoup pour régler ce problème-là, mais c'est pas encore parfait. Donc on continue d'essayer d'avoir le meilleur écoulement d'air possible sur notre monoplace pour être sûr de vraiment partager les forces et aussi partager les points de stress sur ces pneumatiques-là. Du côté de la journée de vendredi pour les essais libres, eh bien, dès le matin, on a eu le droit à un bon spectacle quand même. L'Espagne, vous savez, le circuit a été modifié. La saison dernière, on a enlevé cette fameuse chicane-là qui venait casser le rythme avant la ligne d'arrivée. Donc, ce que ça faisait, c'est qu'on avait ce freinage brusque-là. Les voitures devaient disputer la chicane. Puis après ça venait raccourcir considérablement la ligne droite. Donc, ça venait bloquer toute tentative de dépassement, ce qui rendait souvent ces Grands Prix-là assez longs. On peut regarder, bien sûr, c'est un circuit qui appartient aux pilotes. On peut vraiment voir il y a beaucoup de mérites ou de récompenses données aux pilotes plus téméraires, plus qu'on prend des risques, plus qu'on est capable de gagner du temps sur nos adversaires dans un circuit comme celui de Barcelone. Et bien maintenant, là, depuis qu'on a retiré la chicane, ben ça vient un peu favoriser les dépassements. On l'a juste eu, on a eu un petit échantillon, c'est la saison dernière, mais ça semblait déjà être mieux. Ça, c'est pas parfait encore, mais normalement, ça pourrait nous donner des bons spectacles. Mais les séances de qualification, normalement, sont très bonnes. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. C'est qui est capable d'aller prendre le plus de risques. Donc, à ce moment-là, ça donne un bon spectacle à la télévision. On voit que, autant dans la séance 1 que dans la deuxième séance, pour l'instant, le champ est un peu libre. On peut toujours dire que Red Bull est favori, même quand ils ne le sont pas, c'est toujours tentant de les mettre pareil, sauf qu'il y a quand même un beau pied d'égalité là, entre les autres écuries. Si on laisse tomber la première séance d'essai libre et on se concentre sur la deuxième, eh bien c'est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide. Mercedes, encore une fois, refait le coup avec une grosse journée le vendredi. Est-ce qu'on va être capable de prendre ces résultats-là et de les traduire dans la journée de samedi en qualification? À Montréal, on avait été capable, du moins du côté de Russell, est-ce qu'on sera capable de le faire avec les deux voitures? Et Hamilton a été le plus rapide devant Carlos Sainz ensuite. Quand je vous dis le devant Carlos Sainz, c'est 0.022, donc très très proche. Ensuite, c'est suivi par Lando Norris et sa McLaren par 0.055, donc encore une fois très près. Ensuite, on a Pierre Gasly avec une Alpine. Je vous le disais, là, on n'a rien apporté du côté d'Alpine, pas d'amélioration, puis on réussit, on fait une surprise comme ça. Je pense qu'on se grattait la tête même du côté des autres mains de savoir ce qu'on a vraiment continué à bâtir du rythme sur ce qu'on avait apporté dans les derniers Grands Prix. On comprend un peu mieux ce qu'on a sous la main ou
les améliorations qu'on a apportées répondent mieux sur un circuit comme celui de l'Espagne. En tout cas, un vendredi ne fait pas un week-end de course, mais ça reste quand même une belle surprise de se retrouver là, quatrième temps. Si demain on est capable au moins d'aller chercher un autre top 10, on va le prendre à bras ouverts. Certains pourraient même dire que c'est déjà l'effet Flavio Briatore qui s'est fait sentir avec une quatrième position pour Gasly. Cinquième pour Verstappen. Comme je disais, Gasly seulement à 0.179 de la tête. Et puis Verstappen, même si ça n'a pas été la meilleure journée, on continue d'essayer de comprendre un peu la voiture, bâtir du rythme, beaucoup de nouvelles améliorations comme on le mentionnait. Donc de comprendre tout ça, mais on semblait pas paniquer. Ça semblait être une journée plus avec plus de travail au bureau. On a pris des notes, mais on semblait savoir dans quelle direction on veut se diriger. Donc c'est pour ça que je dis on peut encore les compter comme étant favoris. Mais on a une différence là, de 2,245. Donc encore là, un peu plus que 2 dixièmes d'écart. Donc ça peut toujours se corriger le lendemain. Leclerc, 6e. Semblait un peu plus compliqué de faire rire. On se pose des questions. Sainz, ça a bien été. Leclerc, on pense qu'on a une bonne voiture sous la main, mais ça va être capricieux. Donc ça va jouer aux petits détails. Un peu là comme... qu'est-ce que Fred Vasseur mentionnait là, depuis déjà quelques mois de ça, c'est en début de saison. Il avait mentionné que les voitures sont tellement rendues prêtes avec la nouvelle réglementation que avec une petite erreur, une mauvaise gestion lors du week-end, on peut passer de héros à zéro très rapidement. C'est un peu ça là, que je pense ça va être encore un peu la thématique pour ce week-end-là. Du moins, c'est ce que c'est les indices qu'on a eu dans ces premières journées d'essais libres-là. Piastri, 7e, Russell, 8e, Ocon, 9e. Quand je vous disais, là, 2 Alpine dans le top 10, même si on est seulement dans les essais libres, c'est quand même de quoi de positif. 10e pour Bottas, 11e pour Magnussen, 12e pour Hülkenberg, 13e pour Sergio Perez. Pas super pour Perez. Ça avait l'air encore compliqué, pas l'air en confiance. C'est sûr que ça n'a pas été facile dans les derniers week-ends de course. Montréal, il l'a encore sur le cœur, s'est excusé à l'écurie pour la performance qu'il a connue. Il part le week-end avec une pénalité de 3 places sur la grille, donc automatiquement il sait qu'il doit performer, mais là si on le voit le 13e, admettons on serait déjà dans les journées de séance de qualification, eh bien il partirait là, aux alentours de 16e place, 15e place, dépendamment où ce qui se qualifie, là, mais c'est pas des bonnes nouvelles, c'est pas ça qu'on veut pour Perez. Du côté d'Alonso, 14e, pas facile pour Aston, 15e Tsunoda, 16e Ricardo, 17e pour Joe, 18e pour Stroll, 19e pour Albon et 20e pour Logan Sargent. Eh bien, c'est ça. C'est ce que ça nous donne, beaucoup d'écuries très très près. Ça peut aller à tout le monde. Vraiment, je le disais, c'est jeu ouvert. C'est ce qu'on veut voir. Bien malin qui peut décider l'ordre, même le top 10 va être compliqué à dire parce qu'on a Racing Bulls, comme je disais, beaucoup d'améliorations. On semblait pas nécessairement présent dans la journée de vendredi parce que c'est juste le temps qu'on comprenne ce qu'on a sous la main, qu'on mette ça en place et que le samedi, on performe plus à la hauteur. Donc, oui, il ne faut pas manquer cette séance de qualification-là. Je pense que ça va nous donner le droit à un spectacle très excitant. Ça va nous donner le droit, encore une fois, qu'on laisse un peu de côté les voitures et qu'on se concentre sur qui est capable de faire la différence à l'intérieur de sa voiture. Donc, on tourne les réflecteurs sur les pilotes plutôt que sur les voitures, les moteurs, les performances, les concepts aérodynamiques. C'est ce qu'on veut voir en Formule 1. Et je pense que la séance de qualification en Espagne et le Grand Prix risque de nous donner ça. Ça va être qui est capable de faire la différence par son coup de volant, par ses risques calculés, par la maîtrise de sa voiture. Donc, ça va être vraiment là que ça va se jouer à compter de demain. Donc, à ne pas manquer, ça risque d'être fort intéressant. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 21 juin. En terminant, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, afin de joindre la discussion avec nous tout au long du week-end pour discuter des différents événements entourant le week-end de course. Il y aura aussi vos prédictions de Verstappen qui 60 victoires plus tard revient là où tout a commencé pour lui, c'est-à-dire sa première victoire en Espagne. Est-ce que ça pourrait être un retour sur la plus haute marche du podium pour Fernando Alonso, lui qui a signé sa dernière victoire en 2013, qui était aussi la dernière victoire de Ferrari sur le terrain espagnol. Donc tout ça, eh bien, on vous invite à prédire à compter de la journée après les séances de qualification. Là, vous allez voir sur nos différents réseaux sociaux, vous allez pouvoir jouer le jeu des prédictions et venir prédire votre top 5 pour la journée de dimanche. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1
podcast. Notre prochain rendez-vous sera lundi prochain avec notre retour sur le Grand Prix d'Espagne. Mais d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end de course.